Voilà, nous poursuivons nos entretiens, nos rencontres ici à Sontexpo sur le plateau de FHP Ensemble. Et nous sommes très heureux, je vous annonce d'ailleurs, nous sommes très heureux d'ouvrir cette nouvelle rencontre, nouvelle table ronde. Et je vous annonce, je crois, plusieurs nouvelles intéressantes. En tout cas, évidemment, la France de la santé, la France des professionnels de santé, était en attente de cette réunion, puisqu'elle vient de cette rencontre que j'ai avec Sophie Boer, la présidente du SML, avec Franck De Vulder, le président de la CSMF, et avec Patrick Gasser, le président d'Avenir SPE, et de ce point de vue, coprésident également de l'Union Avenir SPE, le bloc. Voilà, je reprenais mes notes pour ne pas me tromper. Donc nous sommes en attente effectivement de discussions qui étaient des discussions, on peut le dire, marathon, des discussions extrêmement importantes. Il ne faut pas en négliger l'importance pour l'avenir de la médecine libérale, pour l'avenir du système de santé, et peut-être pour l'avenir également de l'organisation de notre système de santé, peut-être aussi dans une certaine mesure, je rajoute un quatrième point, pour nos finances, enfin les finances globales, les finances collectives de notre système de santé. Bon, alors, excusez-moi, mais docteur Boer, c'est quoi ce document? Montrez-le. Voilà. Donc c'est quoi? Ah non, mais avec le micro, Ouais. Oh là là, ça c'est le bon signe. Alors ça, c'est une convention médicale, reçue aujourd'hui à 11h30, donc vous comprendrez qu'on n'a pas complètement tout épluché, voilà, et qui est mis à la signature, d'après Monsieur Fatoum, le 29. Voilà. Donc alors, ça comprend 170 pages de texte et un peu plus d'annexes, qu'évidemment il faut regarder à la virgule près, parce que le diable est dans les détails, comme on dit, hein. Donc, voilà. Moi, je trouvais que ça donnait bon signe de voir les collaborations entre confrères. Parce que, pour vous dire la vérité, quand j'ai vu le docteur De Vulder arriver avec la cravate noire, je me suis dit, ça va être du sérieux. Je n'avais pas l'habitude de voir Franck De Vulder en cravate noire, mais elle vous va très bien. Mais tout va bien, à la maison, tout va bien. Bon, alors, on vous a coupé, excusez-moi. Reprenons quand même, et vraiment de manière assez précise. On ne va pas recommencer sur le détail de cette convention, on l'a déjà fait, mais évidemment, les pierres d'achoppement, c'est ça qui est important, et de savoir surtout si à la fin, vous allez signer les uns et les autres. Alors, je vous rappelle que les syndicats de médecins libéraux ont un fonctionnement démocratique. Donc, ce n'est pas le président qui décide de signer. Quand on négocie une convention, il y a plusieurs négociateurs. On a des experts au sein de nos syndicats qui viennent à la table de négociation. Et donc, c'est après, justement, avoir regardé ce texte d'extrêmement près et en avoir discuté, en général, avec nos assemblées générales, que la décision est prise de signer ou non la convention. Donc pour le SML, ça sera le 31 mai. Oui, donc nous sommes aujourd'hui mercredi 22 mai. J'ai l'impression que ce texte aurait dû vous être envoyé lundi. Enfin, Monsieur Fatoum avait annoncé en tout début de semaine, bon, un peu de retard, mais c'est pas grave au vu des enjeux que cela représente. Mais maintenant, vous avez combien de temps, les uns et les autres, hein, pour répondre à ces nouvelles propositions? On va, dans un équilibre démocratique, on va demander à Franck De Vulder. Assez peu de temps, parce que, vous venez de le dire un instant, on a reçu il y a 2 heures maintenant la convention médicale dans sa version définitive, 177 pages, les annexes qui sont incomplètes, de 268 pages, qui sont incomplètes parce qu'il n'y a pas dans l'annexe 24 la valorisation apparaît des actes techniques. Ils sont 13 000 et ce n'est pas une simple multiplication puisque l'assurance maladie a décidé d'y adjoindre la notion de la valeur cible qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui puisque ça date d'il y a 20 ans finalement. Et ça nécessite que ces annexes soient remplies pour que, regardez quels vont être les gains et s'assurer qu'il n'y ait pas de perte. Combien de temps a-t-on l'assurance maladie, dans ce même mail, nous invite le 29, c'est-à-dire mercredi prochain, à 10h du matin, à une séance de signature. Et comme vient de le dire ma consoeur, le docteur Sophie Boer,
chez elle comme chez moi, comme dans les autres syndicats médicaux, l'exercice démocratique règne et c'est heureux. Et donc, nos départements, nos régions vont se réunir en assemblée générale. En tout cas, c'est comme ça que ça va marcher chez nous. Avant une assemblée générale extraordinaire que nous avions prévue le 27, c'est-à-dire lundi prochain, avec les 400 pages qu'il y a à lire là. Donc, D'accord. Ça, c'était donc sur la forme. Hein. On aura le temps de revenir sur les 2 ou 3 points que les uns et les autres suivent particulièrement. Vous, Patrick Gasser, c'est le même circuit. Moi, j'ai l'impression que vous avez également négocié un peu toute cette nuit, non, avec, soit avec M. Fatom ou avec Mme Gianotti de MG France. J'ai pas bien compris. J'ai simplement, effectivement, continué à négocier un tout petit peu cette nuit, jusqu'à 3 h du matin, exactement. Sur quoi, vous ? Bon, il y avait 3 sujets. Il y a un premier sujet qui est les contours de l'APC, ce qu'on appelle l'APC, qui est l'avis de consultants, experts. Et puis, le deuxième élément, c'est bien entendu... excusez-moi, je peux ? Oui. Avis ponctuel de consultant, c'est important le terme, hein, c'est ponctuel. Oui, c'est ponctuel. Et c'est 60 € si... Tout à fait. Et c'est simplement l'idée, là, je fais un peu de pédagogie. Nous avons même discuté 61 €. Non, je fais un peu de pédagogie pour comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la consultation faite. Le problème avec les généralistes, c'est est-ce qu'après, ça les échappe, ça échappe aux généralistes. On a même parlé à un moment, 60 €. Certains ont parlé même de compérage, me semble-t-il, entre les spécialistes. Non, je pense que c'est de la réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est que lorsqu'il y a besoin d'un avis complémentaire à un avis d'expert, je pense que cet expert doit pouvoir aller demander à un expert, un autre, souvent une autre spécialité, de confirmer ou d'aller plus loin sans que le patient puisse passer par le médecin traitant. Alors, comme Agnès Gianotti n'est pas là, non, mais vous avez gagné ou vous avez perdu là-dessus ? Alors, j'ai perdu mon arbitrage. C'est relativement simple. Je l'ai perdu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi perdre ? Ça veut dire que ce n'est pas retenu dans le texte. Et donc, il y a une seule chose qui est retenue dans le texte de nouveau, c'est que lorsqu'un patient n'a pas de médecin traitant et qu'il est hospitalisé, lorsqu'on demande un avis à un médecin spécialiste de l'établissement, ce médecin spécialiste pourra facturer ce qu'on appelle un APC. Jusqu'à présent, il n'avait pas le droit. D'accord ? Et donc, c'est pas une ouverture. Bon, ça n'a pas d'intérêt majeur. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est l'ouverture qui n'a pas d'intérêt majeur ou c'est le fait que vous ayez perdu n'a pas d'intérêt majeur ? Ah non, alors c'est les deux probablement. Pourquoi ? Parce que le patient hospitalisé qui n'a pas de médecin traitant, c'est quand même presque le mouton à 5 pattes. C'est pas souvent, d'accord ? Mais aujourd'hui, dans la réalité, je crois qu'il faut être pragmatique. S'il faut qu'à chaque fois on demande, lorsqu'il y a besoin d'un deuxième avis d'expert, on doit repasser par le médecin généraliste, ça me semble être un petit peu lourd pour le parcours. Ce n'est pas pertinent, ce n'est pas efficient. Ça ne veut pas dire, lorsque l'on fait ça, ça ne veut pas dire... Alors c'est probablement mal compris. Et donc d'ailleurs, dans le texte, il y a la mise en place d'un groupe de travail qui devra redonner une copie. Et vous savez ce qu'on pense des groupes de travail, d'accord ? Quand on veut enterrer quelque chose, on fait un groupe de travail. Sauf que là, il y a simplement une deadline qui est au, il me semble, juillet, ou c'est fin 2020. Non. Avant juillet 2025. Avant juillet, c'est oui. Vous voyez, je me rappelle même plus de ce que c'est. Avant l'été 2025 d'ailleurs. Voilà, l'été. Avant l'été 2025. Il y a une raison à tout ça. Hein. Pourquoi ? Parce qu'à l'été 2025, il va y avoir une nouvelle négociation sur la CCAM. D'accord ? Voilà, c'est simplement pour ça. Ok. Vous vouliez intervenir et après je vais vous demander aux uns et aux autres, bon, sous réserve évidemment que vous consultiez vos bases, etc. Est-ce que vous allez signer ou pas ? Alors, Franck De Wilder. Nous, notre point de vue est assez clair et je pense qu'on se rejoint sur ce point de vue. Arrêtons de jouer des guerres qui finalement pénalisent le médecin. Dans la Convention 2016, il est écrit que l'usage de ce fameux APC se fait sur un avis explicite du médecin traitant. Nous, ce qu'on a écrit, je l'ai encore écrit lundi dans la lettre de la conf, l'avis ponctuel de consultants en pratique, les médecins, je suis encore en activité, se fait sur adressage, qu'est-ce qu'il soit du médecin traitant,
ou entre médecins spécialistes quand l'état de santé du patient le nécessite, et toujours vers un retour vers le médecin traitant. Le parcours de soins, et c'est ce que la CSMF a toujours défendu, nous ne défendons pas un parcours de soins avec un médecin généraliste gatekeeper parce qu'on n'en a pas les moyens. Un, la philosophie n'est pas la bonne, et deux, on n'en a pas les moyens, on manque de médecins. Il faut mettre de la souplesse dans le système. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Le gastroentérologue que je suis, j'utilise la PC, parfois j'ai une lettre, parfois j'ai un coup de fil, parfois j'ai rien du tout, mais toujours, absolument toujours, je refais une lettre vers le médecin traitant. Et ça ne pose de problème à personne. N'allons pas surjouer au risque de tout faire péter. Non, moi je veux répondre là-dessus, parce que simplement aujourd'hui, il y a déjà, l'assurance maladie demande des comptes à nos collègues spécialistes, et donc ça veut dire que c'est une fraude, et c'est pour ça qu'on le voulait dans le texte. C'est important, le texte, et c'est d'ailleurs pour ça, sinon on n'a pas besoin de lire le texte. Le texte est important, et le risque, c'est que ce soit qualifié en fraude et donc d'indu. Alors, c'est fondamental. On a un débat d'un quart d'heure, 20 minutes. On ne va pas rester sur la PC pendant 20. Qu'est-ce que c'est qui est important, Patrick Gasser, pour vous? Les deux ou trois autres points, et puis on en discute. Bon, il y avait la valorisation, bien entendu, des consultations. Bon, ça, c'est gagné, 30 €. Pas pour toutes les spécialités. Il y a des spécialités qui ont été encore oublié, et ça c'est important. Mais pourquoi cette revalorisation? C'est ça qui est le plus important. C'est pourquoi demande-t-on des valorisations? C'est aussi pour donner de l'accessibilité aux soins. C'est pour pouvoir donner un avenir à la profession. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque. D'autre part, il y a la CCAM. Nous avons négocié une petite enveloppe supplémentaire, et vous regarderez dans le texte, elle est de 240 millions d'euros en plus. Donc on a au total 170 millions d'euros, vous savez que plus 240, ce qui fait 400 et quelques. 410. 410. J'ai l'impression que nous sommes regardés par le président de la FHP. 410 millions d'euros, c'est pas mal, non, pour vous? Vous les prenez? Ah, j'entends pas. Oui, ça le fait rêver. Bon. Ok, je voulais... Alors, allez-y, on fait un débat. On renégocie pas ici, je suis désolé, je ne suis pas M. Fatop, ni Mme Cazeneuve, vous l'avez remarqué. Cela étant, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les 2 ou 3 sujets qui sont pour vous jugés fondamentaux, et est-ce que vous avez gagné ou est-ce que vous ne les aurez pas, et qu'est-ce que vous allez faire à la fin de l'histoire? Alors, Sophie Bauer et puis Franck de Vulder. Alors nous, on était clairement... On était clairement partis en négociation en disant que pour nous, il y avait un acte de base qui était l'acte de tous les médecins, qui était la consultation. Donc nous, on voulait effectivement une revalorisation importante de la consultation. Sur les médecins généralistes, c'est un simple rattrapage de l'inflation, et encore, parce que si on fait bien les comptes, il faudrait plutôt... 33, ça tombe bien, hein, dites 33, il y aura 30. Donc on voit que, voilà, et du coup, nous, on était aussi sur cette idée que la vie ponctuelle consultant, en pratique, il est souvent nécessaire sans pouvoir passer par le médecin traitant. À un moment, on ne prend pas le patient comme une balle de ping-pong qu'on enverrait retrouver son médecin traitant, revenir vers le spécialiste, etc. Je vous pousse un peu. Donc, si vous voulez, il y avait un parcours. Voilà. Sur la CCAM, il ne faut pas oublier, alors ça fait rêver notre ami Lamine, mais il ne faut pas oublier que nous, on a des actes qui font plus rêver parce que c'est le même tarif qu'il y a 40 ans. Je suis pas sûre que les GHS soient au même tarif qu'il y a 40 ans. Donc Lamine, des fois, nous, on rêve beaucoup sur l'augmentation de vos GHS. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y avait une vraie bataille là-dessus. C'est pas fini, puisqu'on va repartir en négociation. Les CCAM, c'est un peu complexe. On va y venir. Je voulais garder un peu encore les consultations. Consultations psychiatrie, pédiatrie, consultations longues. Ça, vous êtes satisfaits les uns et les autres? Ah non, pas du tout pour les psychiatres. Parce que quand vous voyez que... la législation française donne 50 € pour une consultation de psychologue, clinicien certes, mais c'est Bac+5, et qui a même pas 50 € pour les psychiatres Sophie, secteur 2.
vous comprendrez que les psychiatres ne sont pas contents. Oui. C'est leur seul acte. Les psychiatres, ils n'ont ça pas peut ils n'ont être pas une de décision raconte pour vous de technique. ne pas signer ou ça sera une décision finalement Il y aura, il y a quand même un effort qui est Il y aura fait. un arbitrage par notre, encore une fois, par Votre notre réunion, AG. votre assemblée D'autre générale. part, il y a un point quand même qu'on a fait Je rentrer vais y dans la arriver, je convention. crois. Il y a un point qu'on a fait rentrer dans la convention et qui change quand même la donne. Et c'est le SML qui a été à l'origine de ça au départ. Donc je vais bien vérifier, j'ai pas eu le temps de voir s'il est dans le texte. C'est que sur le gisement d'économie qu'on a identifié mutuellement, au bout d'une certaine atteinte des objectifs, il y a des revalorisations pour les médecins. Et quand on va discuter de ces revalorisations, il est clair que pour nous, il y aura 2 points, mais vraiment qui seront en top priorité. Ça sera les psychiatres, parce qu'il faut arrêter quand même, ils n'ont pas d'autre acte. Hein. Ce sera les psychiatres et ce sera l'association, encore une fois, consultation acte technique, parce que c'est de la bonne médecine que de faire l'acte technique en même temps que la consultation pour un certain nombre de spécialistes. On l'a obtenu sur quelques spécialités, encore une fois, je n'ai pas tout vérifié, on a obtenu une échographie thyroïdienne pour les endocrinos, mais on demande ça, ça fait au moins 2 conventions qu'on le demande, donc je dirais il était temps, parce que c'est de la bonne médecine. On en a besoin pour les médecins vasculaires avec une association avec l'écho-doppler. Donc tout ça, c'est pas que de la technique, ça évite aux patients de revenir voir les praticiens, donc ça simplifie l'accès aux soins des patients, ça gagne du temps sur le diagnostic et donc c'est de la bonne médecine. Et ça, pour le moment, eh bien, on est un peu sur notre fin. Ok, alors sur les consultations encore, hein, Franck de Vulder, et après on passe aux actes techniques, si vous le voulez bien. Oui, déjà, je pense qu'il faut remettre cette convention médicale dans le cadre de la lettre de cadrage voulue par le ministre qui l'a écrite, Aurélien Rousseau. Et cette lettre de cadrage, elle portait en lettres d'or, finalement, le mot attractivité. Et pourquoi attractivité? On est à Santexpo aujourd'hui, finalement au congrès de la FHF, au congrès de l'hôpital. Il faut qu'on se souvienne que le nombre de médecins libéraux en 10 ans, ces 10 dernières années, a chuté de 12%, quand le nombre de postes créés nouveaux par l'hôpital public et par l'État a été de 13%. Ce sont ça la vérité des chiffres. Et on voit bien que l'attractivité du médecin de ville se casse la figure. Est-ce que sur les actes cliniques, on y est et c'est suffisant? Est-ce que le GA30 est suffisant? Est-ce que les nécessaires revalorisations des spécialités cliniques oubliées, qui ont je pense aux endocrinologues, aux gynéco-médicaux, aux psychiatres, aux dermatos, aux rhumatos, et la liste est longue, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la valeur de l'expertise médicale et ce fameux APC, l'élargissement des APC est suffisant? Certes non, certes non. Pouvait-on faire mieux? Il appartient à l'État d'y mettre le volume financier nécessaire. En tout cas, nous, notre demande à ce stade, c'est qu'il faut, d'une part, avoir une dynamique conventionnelle qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. On sait tous que chaque année, les salariés négocient des NAO. Chaque année, il y a des accords. Ça ne veut pas dire qu'on négocie. Chez les médecins, la dernière fois qu'on a négocié les tarifs, c'était en 2016. Si le tarif de 30 € est gelé pour 5 ans, voire pour 7 ou pour 6, 7 ou 8, ce n'est pas admissible. Donc il faut, je finis, juste un mot, il faut vraiment avoir des négociations annuelles. Ça ne veut pas dire d'y parvenir, mais surtout autour d'une table. Et vous savez qu'on est nombreux... C'est déjà épuisant, vous y passez 1 an à négocier. Et alors, donc là, vous allez commencer demain. Non, mais je tiens à vos nuits. Hein. Je tiens. Vous savez, il faut bien dormir. Oui, hein. mais le travail, c'est la santé. Bon. On le sait tous. Dites-moi, Franck de Vulder. Et deuxième chose, on sait que c'est dans un contexte économique extrêmement contraint. Les finances de l'État, on les connaît tous. Les inquiétudes, on les partage tous. C'est une évidence. Eh bien, acceptons l'idée d'ouvrir un espace de liberté tarifaire. Les uns vont l'appeler secteur 2. Mais ça y est dans le texte. Mais non, ça y est pas. Et c'est nécessaire. Non, mais là, mercredi prochain, vous faites quoi? Eh bien, la bataille continue. Une convention, c'est une convention. Et la bataille continue. Souvenons-nous de la période Raymond Barre. Il faut qu'avoir ce courage politique aujourd'hui. Nous n'étions pas nés. Oui, surtout nous deux. Mais souvenons-nous. Je veux dire, aujourd'hui, on se fait fort de se glorifier parce qu'on est les champions du monde du reste à charge le plus bas. 8%, meilleur de tous les pays de l'OCDE. Avec des zones fragiles, les jeunes et les retraités avec des petites retraites. Réécrivons notre pacte social pour protéger les plus faibles et mettons de la liberté et un souffle nouveau. Sinon, on perdra en accessibilité médicale. Franck de Vulder, vous avez dit certes non, ça veut dire presque oui? Comme les autres, ça appartient à mes mandants. Mes mandants, je leur poserai
je leur dirais qu'il faut qu'ils se posent deux questions. Ça- Est-ce que cette convention apporte des plus par rapport au règlement arbitral qui s'appliquera jusqu'à 2028 s'il n'y a rien de signé? Et la deuxième question, c'est est-ce que cette convention est plus contraignante pour vous que ce que ne l'est le règlement arbitral? Patrick Gasser, 55 € pour les patients en ALD, ça c'est bon pour vous? 55 € pour les patients en ALD. Enfin, moi, dans mes notes, c'était ceux qui étaient négociés. Et vous, l'un ou l'autre? Probablement pour la médecine générale, c'est Oui, pas pour oui, nous. non, mais d'accord, mais enfin, d'une manière générale. Non, mais moi je ne peux pas parler à la place des médecins généralistes. Je parle à la place des médecins spécialistes. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que la convention, elle avait une cible. C'est l'amélioration de l'accessibilité aux soins. Je suis désolé, mais si on prend effectivement la lettre de cadrage, c'est premièrement ça. D'accord? Effectivement, dans le cadre d'une potentielle attractivité de la profession. Est-ce que cette convention amène et répond à cela? Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, elle ne nous donne pas les moyens de changer. Parce que pour répondre à la population, aujourd'hui, ça nécessite un changement. Eh bien, ce changement, on ne l'aura pas. Alors, certains diront, prends l'oseille et tire-toi. Donc, je ne suis pas persuadé que la réflexion soit là. Et en tout cas, nous, ce n'est pas notre réflexion. Notre réflexion, l'objectif était d'améliorer et d'avoir une équité des prises en charge. Si. Aujourd'hui, la Convention n'amène pas d'équité des prises en charge. Si le changement, ce n'est pas maintenant, est-ce que c'est quand même un premier pas et dans le fond un mouvement que vous pourriez accepter mercredi prochain? Alors, et il y a bien entendu, il y a des avancées. Je ne peux pas nier qu'il n'y ait pas d'avancées. Et que l'accompagnement financier... et on sait, quand je dis accompagnement, ça veut dire quelque chose. L'accompagnement financier est un élément pour avoir des collaborateurs, pour avoir des cabinets avancés dans les ZIP ou dans les AC. Ça y est, dans le texte? Dans les ZIP, oui, ça a été effectivement cette nuit, il l'a mis. Et d'autre part, on a une petite augmentation pour les pédopsies. Et, voilà. Et les assistants médicaux, c'est bon? Alors, dites-moi. Les assistants médicaux, mais vous savez combien il y en a en Allemagne d'assistants médicaux? Combien? C'est moi qui pose les questions, Dr Gasser. 350 000 environ. Oui. Et c'est pour ça que, eh bien, nous, on a besoin de ça. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je continue à poser des questions. Et il y a des spécialités qui ne peuvent pas avoir d'assistants médicaux. Je continue à poser quelques questions. Le cumul d'actes techniques avec les consultations, ça, vous êtes d'accord? Bien entendu, puisqu'on l'a porté, mais tout le monde ne l'a pas. Et notamment, attendez, c'est des cumuls à taux plein. D'accord? Et pour certaines spécialités, c'est à la moitié du tarif, ce qui n'est pas totalement normal. Voilà. Bon, après, il y a quand même également, dans une convention, on est d'accord, on va peut-être même dans le fond terminer par ça, ça devient assez difficile. Mais il y a aussi des obligations collectives et notamment des programmes d'action sur la qualité, etc. L'antibiothérapie, les arrêts de travail, le dépistage du cancer, la prévention évidemment. Ça, vous êtes OK pour vous engager là-dessus? On a du retard là-dessus. Oui. Il faut, en tout cas c'est une de mes demandes de longue date, vous savez très bien que je suis gastro-entérologue, j'ai créé, fondé et présidé le CNP de gastro, et quand j'ai confronté finalement l'exercice des médecins de ma spécialité, mais c'est vrai dans toutes les spécialités, à ce qui se passait dans les pays qui nous entouraient, eh ben, la prise en charge de la qualité et de la pertinence et la valorisation financière n'y était pas. La permanence des soins, ça aussi, ça vous convient? Des engagements sur la permanence des soins? Il y a deux choses. Fini là-dessus. Et donc, il faut rémunérer la qualité, rémunérer la pertinence. Je n'ai pas dit que c'était un bonus-malus comme dans les assurances. Hein. Je dis qu'il faut rémunérer mieux, encore mieux, ce que nous faisons bien. Et on est fiers de le dire parce qu'on travaille bien. Ça, c'est la première chose. Sur la permanence des soins, il y a deux aspects. On le souvient, s'il y a les déclarations du Premier ministre sur la permanence des soins ambulatoires, ce que font les médecins généralistes, 96% du territoire est couvert aujourd'hui. Allons pas mettre tout par terre, 96%. Et les derniers chiffres montrent que le nombre de médecins généralistes qui y participent
ne cesse d'augmenter. Sur la permanence des soins en établissement de santé, on sait qu'il y a un sujet actuellement qui est sur la table, qu'il y a une enquête qui est menée, mais arrêtons là aussi de nous prendre pour des idiots. Ce sont les ARS et les gouvernements successifs qui ont ou pas ouvert ou supprimé les lignes de permanence des soins en établissement de santé et qui ont beau jeu de dire aujourd'hui il faudrait qu'on fasse égal-égal. Et où est le repos compensateur? En médecine libérale ou ailleurs? Il n'est pas en médecine libérale. Bon, pour terminer quasiment, Sophie Boer et vous. Ah, Sophie, Patrick Gasser. Allez-y. Alors, rapidement. Je crois qu'on est en train de vous applaudir déjà. Oh, c'est gentil. Rapidement, sur la pertinence des soins. Hein? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, ça doit être le en même temps d'ailleurs, en même temps que nous, on négocie âprement et qu'on est extrêmement C'est ce qu'on appelle le volontaire, syndrome de Stockholm, vous savez ça. Et en même temps, Vous le savez. qu'on est en train de négocier sur la pertinence des soins, qu'on s'engage collectivement, effectivement, pour réduire l'antibiothérapie, pour réduire les psychotropes, pour mieux prescrire les arrêts maladie, etc. Dans le même temps, il y a des décrets en préparation quasiment en catimini qui visent à ouvrir largement la prescription d'un certain nombre de traitements médicamenteux avec des effets secondaires considérables sur les patients à des professions hors des médecins. Donc, si vous voulez, on a un peu l'impression qu'on fait des choses... C'est comme les lois scélérates qui sont passées lors de notre dernier essai de négociation conventionnelle. Eh bien là, il est en train de se passer des choses derrière notre dos. Et pendant qu'on s'engage, nous, dans la pertinence, dans la déprescription, lorsque c'est nécessaire, on ouvre l'argamanu, la prescription, à des gens qui n'ont pas notre cursus et qui n'ont pas notre savoir et notre connaissance pour faire la part des choses, la part des pathologies des patients et si on veut, la gradation de ce qui est nécessaire. Cela étant, ça Voilà. n'est pas non plus un point d'achoppement fondamental. Vous êtes plutôt également pour partager des responsabilités avec les soignants. C'est pas le propos de partager des responsabilités avec les soignants. C'est qui prescrit quoi. D'accord. Donc nous, on s'engage sur la déprescription et sur diminuer les choses, sur lutter contre l'antibiorésistance. Dans le même temps, on a des textes qui passent pour ouvrir la prescription des antibiotiques à des gens qui ne vont pas avoir les capacités d'examiner cliniquement le patient comme nous le faisons nous. Et ça, c'est un vrai Patrick problème. Gasser qui est très souriant. Oui à la pertinence des soins et sur l'ensemble du tableau, puisque nous l'avons porté dès le départ, c'est oui, oui et oui, bien évidemment. Deuxième chose, travail aidé, c'est oui, 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 oui et oui, parce qu'on en a besoin et je vous ai dit, accessibilité aux soins, le maître mot. Troisième chose, nous sommes le seul syndicat, effectivement, à dire permanence de soins obligatoire pour tous les médecins. Je suis désolé. Je pense que c'est attaché au statut du médecin. Et nous avons négocié un amendement à la loi Valtou en compagnie d'Aurélien Rousseau à l'époque sur permanence de soins en établissement, équité, transparence. Et ça, c'est fondamental. Patrick Gasser, Voilà. vous disiez oui, oui, oui à qui? À moi ou à M. Fatom? Alors, non, à M. Fatoum, j'ai pas... Non, j'ai dit oui, 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 pertinence, oui, je n'ai pas dit oui au texte que je n'ai pas lu en entier. Et d'autre part, j'ai des instances. Et surtout, il est l'heure de ne pas se presser. Thomas Fatom a écrit... Un texte, ça se lit tranquillement et pas en l'espace de 5 jours. Thomas Fatom a écrit, je crois, chez nos confrères, excellents confrères du quotidien de médecin, et je le dis devant le docteur Hamon, a écrit « Ça a été difficile, tendu, compliqué, mais ça a fonctionné ». Est-ce que vous signeriez ça? Qu'est-ce que vous répondez? On a parlé, ça a fonctionné parce qu'il y a eu un échange. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Mais moi, ça a fonctionné parce qu'il y a eu un échange. Et c'est ça qui est bien. Après, moi, vous savez, Okay. L'objectif n'est pas atteint. L'objectif n'est pas atteint. Sophie Boer, ça a fonctionné, ça a été dur, mais je signerai ou pas? Alors, il y a un gros progrès en termes de communication entre la Caisse et nous, ça c'est indéniable par rapport à l'épisode précédent,
qui s'était conclu par effectivement le règlement arbitral. Après, dire qu'on va signer, encore une fois, moi j'ai des instances, donc je peux pas le dire à la place de mes mandants, c'est pas possible, donc je ne sais pas, ça va dépendre de notre AG, voilà. Des avancées, il y en a. Il y a un gisement d'économie récupérable sur nos honoraires qui me semble intéressant dans cette convention. Ceci n'existait pas dans les conventions précédentes, mais est-ce que ça va être suffisant? Encore une fois, je ne prends pas seule la décision. Donc voilà. Le secteur 2, on avait demandé qu'au minimum du minimum, les gens qui acquièrent les titres ne soient pas bloqués en secteur 1, parce qu'on a des gens en particulier qui font de l'exercice mixte, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont installés en secteur 1, vont acquérir les titres. Pour le moment, ces gens-là sont toujours bloqués en secteur 1 et c'est absolument anormal. Et nous, encore une fois, on préfère l'ouverture du secteur 2 pour tous, comme l'avait fait M. Barre à l'époque, plutôt que de voir les médecins partir largement en secteur 3, et on ose le dire. D'accord. Franck de Vulder, ça a été dur, compliqué, mais chiche, je signe. D'abord, je respecte, comme les autres, évidemment mes adhérents, et ce sont mes adhérents qui en décideront. Un bon accord, c'est un accord qui est toujours frustrant. Dans une convention médicale ou dans une relation autre, un bon accord, c'est un accord où finalement, c'est pas très glorieux de dire ça. On pourrait se dire c'est un accord gagnant-gagnant, mais finalement, c'est un accord qui est frustrant. Oui, c'est frustrant parce que cette convention était celle de l'attractivité, celle de l'accès aux soins, et qu'on n'y est pas sur l'attractivité et l'accès aux soins. Mais est-ce que c'est mieux que le règlement arbitral? C'est ça la question que chacun devra se poser. Et la convention médicale ne doit pas être, surtout pas, je le disais tout à l'heure, un point d'arrêt de part et d'autre. On ne doit pas se laisser piéger par ça, et ça doit être le début d'une politique de santé qui continue. Les Français en ont besoin. Merci à vous trois. Vous aurez compris que effectivement c'était compliqué. Les enjeux sont extrêmement sérieux. On l'a fait parfois avec un peu de sourire pour essayer de détendre cette atmosphère, mais en réalité, évidemment, on est là vraiment dans un vrai sujet. D'ailleurs, la ministre, je crois, a rappelé qu'il y avait 1 million de consultations par jour, ce qui est évidemment considérable, contre 50 000, je l'ai noté, passage aux urgences. Ça m'a beaucoup frappé. En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire en sorte d'informer les uns et les autres sur la situation de cette convention, qui est un moment très important. Il y en a d'autres, mais enfin, celui-là nous apparaît effectivement important. Et je voudrais vous rappeler ce que disait Rodrigue: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Messieurs, madame, bon courage.